Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic, bienvenue dans la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui le 26 avril 2019 et je vais vous emmener dans un petit voyage en arrière le 26 avril 2009 lors de Backlash. Backlash qui se déroule devant 8357 personnes et on est dans la même salle que Backlash 1999 dont j'ai posté la vidéo hier soir, donc petit fait intéressant et ça nous permet aussi de comparer les achats de pay-per-view entre les deux époques, car en 1999 Backlash a été acheté à 398 000 occasions alors que pour Backlash 2009, le chiffre je l'ai là, on est à 182 000, donc entre 2009 et 99 il y a moins de la moitié de gens qui vont acheter le pay-per-view. Le pay-per-view, aujourd'hui, il nous réserve pas mal de choses, dont deux combats principaux. Le main event entre John Cena et Edge dans un Last Man Standing match, et un match 3 contre 3 avec d'un côté la Legacy, Orton, Ted DiBiase et Cody Rhodes, qui vont affronter Triple H, Shane McMahon et Batista dans un match donc 3 contre 3, comme je l'ai dit, dans lequel le championnat de la WWE est en jeu à travers des stipulations tout à fait particulières et on va voir ça dans quelques instants. Alors ce Backlash 2009, il commence avec un match pour le championnat de la ECW entre Jack Swagger, le champion, et Christian. Christian qui venait de faire son tout frais retour à la WWE après 2 années et demie, je crois, à la TNA. Le match dure 11 minutes, je lui ai mis une petite note de 3 points de suture, car c'est une bonne surprise en ce début de show. Le match est bien meilleur que ce que j'imaginais. Et le finish, en fait, c'est Jack Swagger qui, de son côté, essaye de tricher en enlevant la protection de coin. L'arbitre le capte, il va le voir. Pendant ce temps, Christian fait de même de son côté dans le dos de l'arbitre. Jack Swagger laisse tomber de son côté, il va vers Christian. Christian esquive, il se prend le turnbuckle dans la tête, il se retourne, kill switch. Et donc Christian remporte le championnat de la ECW à l'issue d'un combat qui est un super hors-d'œuvre à ce pay-per-view. Ensuite, on a Chris Jericho contre Ricky the Dragon Steamboat qui dure 13 minutes. Initialement, Jericho, il était uniquement prévu d'affronter Steamboat, Snuka et Piper à WrestleMania 25. Mais vu la réaction qu'a eu Steamboat lors de WrestleMania, à l'époque, les officiels de la WWE avaient décidé de poursuivre le truc en leur faisant faire un match revanche lors de Backlash. Bon petit match, je lui mets 2 points de suture et demi. C'est vrai que l'engouement de la foule est moins important dans ce combat que lors de WrestleMania, parce que lors de WrestleMania, c'était que 4-5 minutes où il y avait vraiment Steamboat qui a brillé de mille feux. Là c'est, on va dire, moins inattendu, plus organisé, donc les réactions de la foule sont un peu moins légitimes, mais ça n'empêche pas que Steamboat fait de nouveau un super boulot pour un catcheur qui à l'époque avait 56 ans. Dans ce match, Jericho tente une première fois de faire les Walls of Jericho, mais ça ne marche pas et c'est lors de la deuxième tentative qu'il arrivera à faire abandonner Ricky Steamboat, qui dans le match, quand même, il faut le souligner, a fait une belly to back de la 3e corde et un crossbody d'une amplitude complètement dingue. Donc vraiment, chapeau bas à Mr. Steamboat dans un effort qu'il faut une fois de plus souligner après 4 semaines après WrestleMania 25. Ensuite, on a un petit segment backstage entre Santino Marella, Beth Phoenix et je sais plus qui. Donc 100% comique parce que comme vous le savez maintenant, donc Santino déguisé a remporté la bataille royale de Diva à WrestleMania 25. Et en fait là c'est tout un rififi avec Santino qui est dans le vestiaire des nanas, enfin bref, tout un bordel et ça m'a rappelé que ça me manque vraiment personnellement un catcheur comme ça qui maîtrise les rouages de la comédie, parce que c'est pas de la mauvaise comédie comme on peut en voir depuis quelques années. Là, Santino il était vraiment au top à l'époque et je trouve franchement que ça manque. Ensuite, par contre, ce qui manque pas, c'est des matchs comme celui sur lequel on enchaîne, c'est Kane contre CM Punk. CM Punk donc, qui vient de remporter le Money in the Bank à WrestleMania. Le match dure 9 minutes. Voilà, rien de spécial. Combien j'ai mis? J'ai mis 1 point de suture et demi. C'est Kane qui remporte le match après un chokeslam gigantesque, mais voilà, dans ce match il s'est vraiment rien passé de mémorable. Ensuite on a un match qui a duré près de 20 minutes entre Matt Hardy et Jeff Hardy, le match revanche de celui de WrestleMania, qui lui par contre n'est pas un Extreme Rules comme quelques semaines auparavant, c'est un I Quit match, donc il faut faire dire dans le micro à son adversaire « I quit », j'abandonne, pour remporter le combat. Le match est très correctement construit, bien qu'il n'y ait pas, on va dire, l'intensité de violence qu'on a pu voir
à WrestleMania. Dans ce match, à l'inverse, c'est plutôt l'expression de la frustration de Matt Hardy qui n'arrive pas à faire abdiquer son frère. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'armes, c'est vraiment du catch clean, on va dire. Et c'est vrai que ça crée une certaine frustration de la part de la foule qui va commencer à chanter We Want Tables, et ils auront gain de cause à la fin du match parce qu'au bout d'un moment, Jeff Hardy sort une table dans dessous du ring, donc grosse pop, et il attache Matt Hardy avec du gros scotch noir sur la table pour lui faire un swanton. Il sort aussi une échelle qu'il va placer dans le coin du ring, et au moment où il est en haut pour sauter, enfin faire ce qu'il avait prévu sur Matt, en fait Matt prend le micro, enfin il peut pas parce qu'il est attaché là, il est saucillonné comme des paupiettes, mais l'arbitre lui donne le micro et il lui dit non, ne fais pas ça, ne me saute pas dessus, maman ne voudrait pas que tu fasses ça. Alors là il parle de leur mère qui est visiblement décédée. J'ai trouvé que c'était un peu de mauvais goût qu'il n'y ait pas la place pour ce genre de choses dans un pay-per-view, ni même ailleurs en fait. Je trouve que c'est vraiment quelque chose dont on pourrait se passer. Il parle aussi de leur père qui visiblement est malade, donc j'ai pas aimé cette partie où il essayait comme ça un petit peu d'apitoyer Jeff sur leur sort familial pour qu'il fasse rien, et finalement en fait Matt de lui-même va dire I quit pour au moins se protéger, pour pas que Jeff lui saute dessus. D'ailleurs il va aussi dire plusieurs fois Jeff je t'aime, ne fais pas ça. Bon, on voit par contre qu'il est assez angoissé, hein, comme ça là, tout serré sur sa table, complètement en proie à la décision de Jeff Hardy, qui finalement, même si Matt abandonne et donc Jeff remporte le combat, Jeff va sauter par-dessus l'échelle et qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est même pas un swanton, non, il l'écrase juste avec un bon gros coup de cul, il me semble. Donc c'était une fin assez sympa d'un match qui est relativement décevant, j'ai trouvé, car il est relativement loin de ce qu'on a pu voir à WrestleMania, et c'est pour ça que ce combat revanche entre les frères Hardy, je lui attribue une note de 2 points de suture et demi. Après, on a Santina contre Beth Phoenix. On passe, hein, c'était l'époque des divas, donc le catch féminin, pour moi ça n'en valait absolument pas la peine, donc on passe, on oublie et on enchaîne avec le combat suivant. Le combat suivant, c'est celui dont je parlais un petit peu plus tôt, le match 3 contre 3 Legacy contre Triple H, Batista et Shane McMahon pour le championnat de la WWE. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Triple H est champion, que Orton est challenger, mais que si n'importe qui dans la team de Triple H se fait river les épaules au tapis pour le compte de 3, qu'il abandonne en tapant, qu'il soit même disqualifié. Donc par exemple, si Shane McMahon est disqualifié, Orton devient champion de la WWE. Donc il y a une certaine tension, et c'est autour de ça que le match est construit. En fait, c'est pas forcément... Ah oui, il faut rappeler que Triple H, enfin l'équipe de Triple H sont les face, Orton, ce sont les heels. Contrairement à l'histoire qu'on pourrait imaginer, c'est pas Triple H qui va surmonter tous les obstacles en tant que gentil pour arriver à la victoire. Là, la psychologie est un petit peu inversée. En fait, c'est de voir comment les faces vont arriver à gérer la pression et la menace qui pèsent sur leur équipe, car au moindre faux pas, Triple H peut perdre sa ceinture alors que c'est absolument pas de son ressort. Pour être tranquille, au début du combat, Triple H, il va défoncer Orton avant même que le combat commence, je veux dire, sur la rampe jusqu'en haut du stage, et puis Orton va disparaître pendant 7 ou 8 minutes. D'ailleurs, moi j'aime bien les âges, je sais pas pourquoi, j'ai regardé, donc à l'époque Orton avait 28 ans, Ted DiBiase en avait 26 et Cody Rhodes en avait 23. Donc les mecs super jeunes, et pourtant déjà à l'époque ils ont réussi à sortir un très bon combat qui a duré, alors je regarde mes petites notes, 23 minutes. Je donne la note aussi tout de suite, 3 points de suture et demi, parce que c'était un très bon match. Franchement, du très bon catch avec des grands catcheurs de haut niveau. La foule aussi était super investie dans le combat, donc ça a permis de passer un très bon moment. Plus tard, comme je le disais, Orton revient finalement dans le ring. La fin du combat, c'est Triple H à qui on fait le changement, qui revient dans le ring, qui défonce tout, la foule est surexcitée. À l'extérieur du ring, il y a Batista qui a la chaise et qui veut taper, je crois, Orton, il me semble. La Triple H lui chope directement la chaise, parce que, comme on l'a dit, si Batista est disqualifié, Orton devient nouveau champion. Et quelques instants plus tard, Orton claque son RKO sur Triple H, 1, 2, dégagement à la dernière microseconde. Malgré ça, il y a eu un botch quelque part, il y a eu un raté, parce que la cloche a sonné. L'arbitre indique bien que non, ce n'est pas le compte de 3, et c'est après ça que Orton fait son punt, donc cette espèce de gros coup de pied à la tête qui va river les épaules de Triple H
pour le compte de 3 et donc Orton devient nouveau champion de la WWE. Et en termes de punt, donc de ce coup de pied, c'était très compliqué à faire parce que soit Orton touchait à peine le mec et bon, voilà, on voyait que ça n'a pas trop d'impact, soit il y allait franchement et là c'était horrible. Si vous regardez le show à nouveau, faites attention, pendant le clip de présentation de la feud, donc avant le combat, on voit les punts, les coups de pied qu'a mis Orton à Vince et Shane, c'était d'une violence pendant les ralentis, quoi, horrible, quoi. Les gars se protégeaient beaucoup moins qu'aujourd'hui, enfin ils se protégeaient pas du tout en fait. Après ce match à 3, on a un autre combat pour l'autre ceinture, pour le championnat du monde poids lourd, entre John Cena et Edge. Les deux s'affrontent dans un last man standing, donc il faut attendre que son adversaire ne se relève pas avant le compte de 10 pour pouvoir remporter le combat. Le match est très bon, il dure 28 minutes, je lui ai mis 4 points de suture parce que en dehors de la qualité du catch, il y a aussi la foule qui est à fond dedans, il y a également beaucoup de créativité, notamment un attitude adjustment de John Cena sur Edge, où ils étaient debout, enfin en tout cas Cena était debout sur la table des commentateurs et Edge, il l'a pas balancé sur une autre table, il l'a balancé dans la foule. Bon évidemment c'était préparé, il y avait des complices au premier rang, mais en tout cas ça a eu le mérite de me surprendre parce que je me souvenais absolument pas de ça. Ça m'a rappelé d'ailleurs un petit peu à l'époque ECW où Bam Bam Bigelow arrivait dans le ring, il chopait Spike Dudley au-dessus de sa tête et il le jetait dans la foule. Je me souviens en 97, la première fois que j'avais vu ça, ça m'avait estomaqué, quoi. Pour moi c'était impensable qu'un catcheur jette un autre catcheur dans la foule, quoi. Pour moi c'était la prise de risque la plus folle que... Ouais, je sais pas comment l'expliquer, quoi, mais le fait de voir ça en image en 97, alors que j'étais habitué à l'époque à la WCW ou l'ère WWF avec Shawn Michaels, Bret Hart, où c'était extrêmement clean, c'était un truc complètement dingue. Par contre, autre chose dans ce match dont je me souviens, c'est le finish, parce que le Big Show arrive sur le stage lorsque Cena et Edge y arrivent. D'ailleurs, sur le stage, quelques minutes avant ça, Edge lui fait un concerto, donc ce coup de chaise, où une fois de plus, voilà, on est à une époque où les commotions, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Le Big Show arrive, il intervient, mais en fait il intervient uniquement sur John Cena, il le soulève, il lui porte un chokeslam à travers une espèce de... Eux ils disent que c'était un spotlight, donc une espèce de grosse lumière, et là John Cena ne se relève pas, et Edge, deuxième changement de ceinture dans ce pay-per-view, Edge devient nouveau champion du monde poids lourd. C'était son 5e règne en tant que champion du monde poids lourd, et combiné à ses 4 règnes de champion de la WWE, ça veut dire que lors de Backlash 2009, Edge avait été champion du monde déjà 9 fois, donc vraiment une grande carrière. Et c'est sur ce super combat qu'on conclut un pay-per-view que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y a eu du très mauvais avec Santino, Beth Phoenix, Kane, CM Punk, mais sinon le reste... J'ai passé un très bon moment. Je me souvenais pas vraiment de ce pay-per-view. Je me souvenais de ce finish là avec le chokeslam du Big Show. Je me souvenais absolument pas du match à 3, ni même que Orton gagne la ceinture. Je me souvenais pas de Jack Swagger Christian. Donc voilà, c'est aussi par rapport à ça. Quand on a des attentes, c'est souvent là qu'on est un petit peu déçu. Et là, j'avais franchement aucun souvenir. Je me souvenais du chokeslam de Big Show, comme je disais, mais je me souvenais même pas que c'était dans ce pay-per-view. Donc j'ai passé un très bon moment. Je vais mettre une note globale à ce pay-per-view de 3 points de suture et demi. Et si vous regardez le pay-per-view sur DVD ou sur le network, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que ce que moi j'ai passé. Et même si vous le regardez pas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur la clinique à voir ensemble qu'est-ce qu'il faut retenir de ce pay-per-view. Donc comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo en intégralité. D'ici les prochains numéros, je vais pas trop vous donner d'indices. Maintenant que vous avez un petit peu le concept, vous savez à quoi vous attendre dans les semaines et dans les mois à venir. Donc moi de mon côté, je vais me remettre au taf. J'ai aussi un truc très intéressant courant mois de mai qui va beaucoup vous surprendre. Vous verrez de quoi je parle lorsque vous verrez la vidéo. Et d'ici les prochains opus, eh bien, gardez bien la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.